Oui, tout le monde a vu l'oiseau. Oh, oui, hein. Bah oui, quand même, c'est assez évident. Hein. Je donne l'ours aussi, l'ourson, tout au moins. Donc là, c'était avant et tout. Maintenant, notre monde, il est comme ça. Voilà. Il est saturé d'informations. Euh, on a un petit peu de mal de faire le tri dans tout ça. Alors, il y a plus d'informations à vérifier ou d'informations fausses au jour d'aujourd'hui, mais néanmoins, petite anecdote, c'est quelque chose qui ne date pas de ce matin. Ça, c'est une image qui a été réalisée en 1915 ou 1916, et qui est l'histoire suivante, qui est assez rigolote. Nous sommes en 1915-1916, deux familles partagent un cottage dans la campagne anglaise. Les familles ont chacune une fille, qui sont des adolescentes, qui rentrent pour dîner un soir après s'être promenés dans la campagne et qui disent à leurs parents: Papa, maman, on a vu des fées. Les parents leur répondent: Oui, c'est cela, tu as vu des fées, lavez vos mains et on passe à table. Ok, elles n'insistent pas. Quelques jours après, elles repartent en balade et tout, mais elles font une chose, elles embarquent l'appareil photo du papa qui fait de la photographie. Chose plutôt rare à l'époque, mais c'est comme ça. Elles rentrent le soir, elles disent: Papa, maman, on a revu des faits et là, on a fait des photos. Suspicion encore de la part du papa et de la maman, mais bon, hein. Quelque temps après, le papa développe les films de l'appareil et il tombe sur 6 images, comme ça, qui représentent tantôt une des filles, tantôt l'autre, et tout, avec des faits, comme ça. Le père est un peu suspicieux, mais il se passe quelque chose. Sa femme est férue de spiritisme. Spiritisme, et croire aux esprits, les fantômes, on peut parler aux aïeux disparus, etc. etc. C'est un courant qui a fait florès en Grande-Bretagne et en France aussi, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et il se trouve qu'il y a un conférencier qui passe dans la région pour faire une conférence sur le spiritisme et tout. Donc elle embarque les photos, elle va voir le conférencier à la fin de sa conférence, et lui montre les images. L'autre est enthousiasmé. Voilà. C'est la preuve que les faits existent. Il embarque les images, il commence à leur donner de la publicité, et cette publicité prend une dimension supplémentaire le jour où s'y intéresse et lui-même va donner un écho très important à cette fausse information. C'est Sir Arthur Conan Doyle, l'écrivain qui a écrit les livres de Sherlock Holmes et qui était lui-même féru de spiritisme. Et donc cette fake news va perdurer pendant des années et des années avant de s'éteindre peu à peu, jusque sur le lit de mort d'une des deux cousines, qui vont avouer que en fait c'était complètement fake, qu'elles avaient pris un livre illustré dans lequel il y avait ces images de faits qu'elles avaient découpées avec des ciseaux de couture, et puis voilà, elles avaient monté un baratin. Ça a marché pour des milliers de gens pendant des années et des décennies. Là aussi, j'ai parlé d'émotion. Ben ouais, là aussi, par rapport à une activité récente dans notre pays qui était la campagne d'abattage des bovins à cause de l'épidémie de fièvre, je ne sais plus comment, pas afteuse, mais je ne sais plus quoi, enfin, peu importe. Là, on a une image typique de dans ce genre de situation, totalement réaliste en termes de rendu. On a un paysan, là, cette fois-ci, le paysan, il a une tenue de paysan, il n'est pas en battle dress. Il est même un peu chauve sur la tête, il est désespéré, les mains, il n'y a pas de problème. Les deux gendarmes à côté, ils ressemblent à des gendarmes. Le personnel chargé de l'abattage ressemble à ce qu'il doit ressembler. Les vaches, le paysage, la maison, on en a déjà vu des comme ça, complètement réaliste. Juste une chose, ici, je l'ai laissé volontairement. Vous avez un petit logo qui est le logo de la solution Gemini de Google, de production d'images par IA. J'enlève ça. Si je suis de mauvaise foi, je peux dire, voilà, c'est une vraie photo que j'ai faite, etc., etc. Quand il y a eu l'épidémie et les abattages de bovins. Donc, je vais utiliser une formule pour la moralité, entre guillemets, de cette histoire-là, mais qui est quand même une formule qui résume bien l'histoire. Alors la formule n'est pas de moi, mais je la trouve très, très mignonne, c'est: quand la raison prend l'escalier, l'émotion prend l'ascenseur. Parce que tout ça, ça fonctionne beaucoup sur l'émotion.
l'émotion, les partis pris, je suis plutôt de tel bord politique que tel autre, je suis sensible aux enfants qui pleurent, ce qui est légitime et normal, je suis sensible à la détresse d'un paysan, je suis sensible, etc., à une situation dramatique, je suis sensible à une personne âgée qui est toute seule dans son EHPAD, etc. Là, ça fait appel à quoi? À notre émotion. Et je le répète, quand la raison prend l'escalier, l'émotion prend l'ascenseur. Et tout. Et c'est là qu'il faut se méfier. Quand il y a de l'émotion, il faut faire gaffe. C'est clair et net. Alors, les conséquences de tout ça. Les conséquences, c'est effectivement comment démêler le vrai du faux. Là, je vous laisse travailler et tout. Une de ces images est une vraie image de chien faite avec, traditionnellement, une autre est une image fausse. Je ne vous donnerai pas la réponse, vous vous débrouiller. Il y a un vrai et il y a un pas vrai. Voilà. Alors, changeons d'animalité. Toute cette série de portraits, ces personnes n'existent pas. Elles n'ont jamais existé, n'existeront jamais, puisqu'elles viennent d'un site qui s'appelle thispersondoesn'texist.com, cette personne n'existe pas.com, qui est un générateur aléatoire par IA de portraits, comme ça, d'individus. Alors, là, en l'occurrence, sur ce site-là, vous ne pouvez pas décider et tout, mais ça va vous sortir des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des enfants, toute couleur de peau, toute couleur de cheveux, toute couleur d'yeux, avec lunettes, sans lunettes, nanana, etc. Tout ça, bon, se fait de manière aléatoire sans que vous puissiez décider. Il y a plein de solutions au jour d'aujourd'hui où vous pouvez complètement décider de ce que vous faites. Si vous voulez une femme, ce sera une femme. Si vous voulez qu'elle ait 25 ans, elle aura 25 ans, ou 35, ou 40, nanana. Si vous voulez qu'elle soit brune, blonde, rousse, les cheveux au court, enfin, bref. Toute la description possible et imaginable que vous pourrez faire sera rendue de manière complètement photoréaliste au jour d'aujourd'hui. Trompeur. Alors, ça a des conséquences, tout ça. Là, j'ai pris un exemple qui est un peu ancien, qui est une image qui a circulé, qui est un tweet, en l'occurrence, qui a circulé sur le réseau X de Twitter, il y a quelques années, quand même, maintenant, il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça, qui est supposé représenter une explosion à proximité du Pentagone aux États-Unis. La conséquence de la quasi instantanée de la diffusion de cette information et de cette image, complètement fake, complètement fausse et tout, a été que la bourse de New York a plongé de 100 millions dans les 12 secondes qui ont suivi. Schlouf et tout, direct. Toutes les cotations se sont mises à dégringoler. Il y a une raison à ça. La première raison, déjà, c'est que la bourse, c'est le lieu de la folie absolue. Dès que ça va dans le monde, ça va pas, ça baisse. Mais il y a aussi une autre chose qu'il faut savoir, c'est que tout le système de cotation bancaire planétaire est truffé sur les réseaux de micro-robots informatiques qui vont chercher des informations un peu partout, sur les sites des médias, sur les réseaux sociaux, etc. Et qui, quand ils ont trouvé une information, l'analysent, et ensuite transmettent de manière automatique des ordres de vente à la hausse ou à la baisse, etc. Et c'est totalement automatisé. Il y a à peu près 80% du trafic, si ce n'est plus maintenant, je pense à plutôt 99% du trafic, enfin des cotations boursières planétaires qui se font de manière automatique. C'est les robots qui le font. Donc là, effectivement, les autorités de régulation boursière américaines ont été averties quand même au bout d'un moment qu'il y avait un truc qui déconnait, quand même de rien, il y avait des signaux d'alarme qui se sont déclenchés un peu partout. Et donc ils sont intervenus en communiquant et en disant mais non, ça c'est complètement faux, il n'y a pas du tout de là, etc. Et donc le cours de la bourse, rassurons-nous, le cours de la bourse de New York a remonté ensuite, tout ça. Mais tout ça pour dire que quand même, les conséquences que ça peut avoir sont des conséquences non seulement vis-à-vis des individus, dans le cadre des arnaques que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont d'un individu vers un autre individu ou un groupe d'individus, mais c'est aussi, ça peut concerner quand même toute une économie, quoi. On peut imaginer effectivement une désinformation concernant un produit X ou Y, genre le cacao de Côte d'Ivoire, en disant que le cacao de Côte d'Ivoire est corrompu par un parasite et qu'il est mortel pour l'homme si on consomme du chocolat qui vient de là-bas. Et vous avez toutes les valeurs qui dégringolent, et les ventes qui dégringolent, et les boîtes qui dégringolent, et les paysans africains qui meurent. Voilà, tout simplement. Donc ça peut avoir des conséquences assez graves.
Après, il y a d'autres trucs qui ont des conséquences moins graves. Par exemple, c'est un truc qui circule ces temps-ci, c'est sur les réseaux, c'est si vous cliquez là, vous allez recevoir une boîte de Kinder, machin, bourré et tout, avec des photos. Moi, Juliette, j'ai cliqué et j'ai trouvé arnaque classique et tout, un hameçonnage. Alors là, c'est un hameçonnage sucré. Bon, pourquoi pas. Et puis là, une autre petite arnaque qui est nouvelle, alors qui circule sur Le Bon Coin ou sur Vinted. Quand vous envoyez un produit, votre acheteur ne paye que la réception s'il a vérifié que effectivement c'était conforme et tout ça. Donc l'arnaque est la suivante, c'est quand vous recevez le produit, vous photographiez, vous le passez dans une IA, donc à gauche la vraie photo, à droite le résultat dans une IA, en demandant de saloper, de détruire le truc, et ensuite vous répondez en disant ah, je suis désolé, voilà la photo de ce que tu m'as envoyé, donc je ne paye pas. Et vous gardez le produit. Voilà, c'est l'arnaque du moment. C'est rigolo, c'est rigolo. I'm really busy. Can you get Sophia today? What? No, I have a meeting. I can't. Oh, shit. Fine. Is reporting what is being called a geomagnetic storm. This is a phenomenon caused by a massive humidity as it comes available. Please look at this channel. I love you. I'm on my way. I need you to hide. Get underground. Good morning, Sleeping Beauty. Why don't you get the president on the phone? We have her. I'll be right there. Voilà, c'était une petite récréation, mais néanmoins bluffant, complètement bluffant, fait par a priori un duo, même s'il y a un peu de mystère concernant ça, qui s'appelle les Door Brothers. C'était marqué en haut à gauche, vous aviez un petit, très discret petit logo et tout. 100% IA. C'est un studio de création qui réalise des clips, qui réalise des pubs, etc. Qui ne fonctionne que entièrement réalisé par intelligence artificielle. Tout, hein, le montage, le son, la parole, etc., etc. Assez bluffant, la parole les dernières séquences. Hein. De toute façon, quand on voit Trump
et on entend sa voix, c'est complètement réaliste, hein, de toute façon. Alors, c'est des gens les Lord Brothers, c'est des gens qui font pas mal de petites vidéos comme ça pour se faire de la pub, pour se faire connaître et tout, etc. Et qui ont un positionnement très anti-MAGA, de toute façon, c'est assez clair. Il y a une chose que vous avez remarqué. Non, si. Les séquences sont très courtes. Les séquences sont très courtes. Hein. Ça fait 2 secondes, 3 secondes, maxi 6, 7 et tout, en dessous de 8 secondes. 8, 10 secondes, enfin quelque chose comme ça. Pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure. C'est-à-dire que pour l'instant, l'IA a du mal à faire des séquences très longues, les grands travelling de Hitchcock, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas encore pour maintenant, c'est pour demain, peut-être demain matin d'ailleurs, effectivement. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Tremble Hollywood. Hollywood, enfin, en même temps, ça ne leur a pas échappé. Hein. Vous avez entendu parler effectivement des grèves des acteurs, grèves des scénaristes, grèves, etc., qui ont eu lieu il y a quelques mois et tout, parce que il y a quand même pas mal d'endroits où il y a des gens qui ont compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir à utiliser ces technologies-là. Il y a le monde du cinéma, bien évidemment. Il y a le monde de la publicité aussi. La publicité, ça y est, c'est parti. De toute façon, on en voit et tout, en sachant qu'il y a une chose, c'est que comme de toute façon, les productions iconographiques de la publicité sont déjà complètement fabriquées, finalement, moi personnellement, je ne vois pas bien la différence qu'il peut y avoir entre utiliser une technique entre guillemets traditionnelle et cette nouvelle technique. Ça ne change pas grand-chose, de toute façon. Ça reste de la pub. Voilà. Et si quelqu'un veut croire que ce yaourt à la fraise, il va rendre cette personne belle, désirable, jeune, musclée, intelligente, machin, c'est pas parce que ça a été fait avec un Nikon ou ça a été fait avec une IA que ça va changer quoi que ce soit. Si elle a décidé effectivement que ça va marcher pour elle, ça marchera pour elle. Hein. Voilà, de toute façon. Donc, on est arrivé quand même à une certaine saturation, c'est le moins qu'on puisse dire, en termes d'information, qui entraîne de la confusion et peut entraîner aussi un désintérêt du réel. Tout ça entraînant une érosion de la confiance dans les médias en particulier, dans les experts, dans la parole officielle, par cascade, de toute façon, ce qui va amener un certain nombre d'individus sur la liberté de croire ou non en fonction de ce qui l'arrange, des croyances, des émotions suscitées, et des choses comme ça. Et plus il y a d'informations, et il y en a de plus en plus j'ai les chances de trouver celle qui me convient, qui va dans le sens de mes croyances, ce qu'on appelle d'ailleurs le biais de confirmation. J'ai la possibilité aujourd'hui d'aller confirmer ce que je crois, les a priori que je peux avoir, comme par exemple, je suis antisémite ou je suis raciste. Et je vais trouver très facilement un discours, un plaidoyer qui va dans le sens de ce que je pense et qui va me confirmer dans ma croyance. Et alors, autre problématique, c'est que, à force de douter d'images fausses, comme ça, quand on en prend conscience, on risque de commencer à douter des images vraies, aussi par la même occasion. Parce que si ça ne me plaît pas, ça heurte quelque chose en moi, je peux très bien sortir l'argument, dire, de toute façon, c'est du bidon, ça a été fait avec une IA. Si c'est très bien fait, ma foi, si on ne peut plus faire la différence entre une image vraie, entre guillemets, et une image, même s'il y avait beaucoup à dire là-dessus, et une image faite par IA entièrement fabriquée, là, à un moment, confusion, et on ne sait plus, quoi. Donc, autre conséquence, c'est que il y a aussi une chose, c'est que la première impression est toujours la bonne. C'est connu, surtout quand elle est relayée en masse et en fréquence. Et une info fausse restera ancrée plus facilement dans notre esprit si elle est répétée et répétée souvent. Et elle restera dans notre esprit même quand le démenti sera arrivé, parce que le démenti arrive toujours après, plus tard. Alors là, je renvoie à ce qu'on appelle la loi de Brandolini, qui dit la chose suivante, je cite, « La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure à celle nécessaire pour les produire. » Voilà. Plus facile de raconter une connerie que de la démonter. Ça demande beaucoup moins d'énergie dans le premier cas que dans le deuxième cas, de toute façon. Et autre conséquence préjudiciable, en particulier pour la démocratie aussi, c'est que
l'info risque de se scinder en deux familles. Une première famille, que j'appellerais le low cost, c'est-à-dire gratuit, ou quasiment gratuit, mais peu fiable, ou pas fiable du tout, et une information premium qui, elle, sera fiable, de qualité, mais payante. Là aussi, un creux démocratique entre les gens qui auront les moyens et ceux qui n'auront pas les moyens, de la même manière que ça existait précédemment sur des newsletters confidentiels, professionnels, etc., qui étaient assez chers, par exemple dans le domaine financier, parce que les gens étaient bien introduits et ils balançaient des infos qui pouvaient être utiles dans le business financier, boursier, des choses comme ça. Les abonnements coûtant très cher, mais finalement étaient assez rentables. Donc, on va tourner dans la problématique autour d'un triptyque, qui est celui de l'authenticité, qui ne peut être générée que par la confiance, qui elle-même est générée par la réputation. Donc maintenant, il va falloir se poser une question, c'est quelles sont les solutions, les initiatives, justement, par rapport à cette situation. Alors, ils sont revenus, nos amis et tout, etc. Remarquez finalement qu'ils ont quand même facilement une boutanche à la main, quand même, se disant passant. Là, je déconseille, quand vous voyez ça, d'ouvrir la porte. Donc la problématique, c'est comment se protéger, comment différencier le vrai du faux dans le domaine des images générées par l'IA, les images satellites. Alors, par rapport à cette image, la première possibilité, une des possibilités qui existent, c'est des vérificateurs en ligne. En l'occurrence, là, c'est WasIt.ai sur le .com, j'imagine, qui là m'a permis de... Ouais, je l'ai utilisé et ça a permis de déterminer à 100% que c'était complètement créé par l'IA. Ça existe, il y a plein de solutions, mais danger, prudence, c'est pas fiable à 100%. Pour l'instant, tout au moins, donc c'est à utiliser sous réserve. Deuxième chose, vous avez des initiatives réglementaires, il y en a aux États-Unis, il y en a en Europe. En Europe, effectivement, l'Europe a pris des dispositions qui sont l'Artificial Intelligence Act, qui est supposé gérer tout ce qui est intelligence artificielle qui fonctionne dans le secteur européen. Donc c'est une sorte de labellisation à différents niveaux qui va de « il n'y a pas de problème » à « c'est strictement interdit », en passant par « c'est pas mal, mais il faudrait peut-être un peu creuser le dossier », à « ouais, mais il y a des problèmes qu'il faut résoudre », à « oula, attention, là, il y a des trucs qui ne vont pas du tout », alors, concernant la liberté de penser, concernant les activités économiques, concernant l'information démocratique, etc. etc. Voilà. L'avantage d'exister, l'inconvénient, c'est que ça ne concerne que le territoire européen et que c'est une disposition qui doit être agréée par tous les parlements de tous les membres de la communauté, ce qui n'est pas forcément évident. Si on prend l'exemple de la Hongrie, par exemple, on peut, voilà, enfin, suivant les événements de demain, on verra. Donc, ça a l'avantage d'exister, là aussi, mais en même temps, c'est également un peu limité. Autre chose, là, c'est dans des solutions technologiques. Là, en l'occurrence, c'est un schéma de fonctionnement de la technologie C2PA, C2PA, qui a été développé par la maison Adobe. La maison Adobe, c'est des Américains qui ont développé Acrobat, qui ont développé Photoshop, surtout, et d'autres outils dans le domaine de la production graphique, comme Premiere pour la vidéo, Bridge, catalogueur d'images, etc. Comment ça marche? Bon, on le voit ici, on a ici une créatrice de contenu, en l'occurrence photographique, donc qui utilise un appareil photo, qui prend une photo et qui, en utilisant la technologie C2PA, va accompagner son fichier image d'un certain nombre d'informations, qui est l'auteur, la date, avec quoi ça a été fait, etc. etc. Ensuite, on passe au stade numéro 2, où elle poste, où elle envoie sur un site son image qui peut être vérifiée par l'administrateur du site parce que son image, son fichier est arrivé avec cette information qui est encryptée dans le dit fichier. Et troisième step, l'utilisateur du site web, en l'occurrence dans cet exemple, peut lui-même vérifier que
il y a cette information dans l'image que la personne, que l'utilisateur est en train de regarder. Alors, c'est pas mal. France Télévisions le fait, par exemple, France Télévisions en ligne. Le fait, vous avez ici, j'ai mis une petite flèche rouge, le petit logo CR, Credential, qui, quand vous cliquez dessus, vous affiche cette petite fenêtre qui est le certificat de contenu, où là on voit les informations. Ça a été fait par France Télévisions, c'est le journal de 20h de France 2, du 26 mars 2026, présenté par Léa Salamé. Et si vous voulez en savoir plus, nous contactez, par exemple. C'est bien. Là aussi, ça a l'avantage d'exister. La limite, c'est que pour que ça marche, il faut qu'au départ, le producteur de contenu joue le jeu et soit équipé de la technologie en question. Par exemple, les appareils photo, tous les appareils photo ne sont pas équipés de cette technologie-là. C'est que les hauts de gamme, Nikon, Sony et Canon, qui le sont, vont l'être de toute façon, c'est ceux qui coûtent quand même le plus cher. Et puis de toute façon, si je veux falsifier un contenu, j'ai sûrement pas balancer le poteau rose comme ça en utilisant cette technologie. Ou à la limite, je peux effacer des informations et transformer et faire un certificat de contenu complètement bidon. Aussi, tout à fait possible. Compliqué, hein? Alors, il y a un autre truc qui est quand même assez intéressant, c'est qu'avec le temps, assez rapidement d'ailleurs, il y a la fonction de fact-checking, de vérification d'informations qui s'est beaucoup développée quand même, principalement dans les médias, mais pas que. Donc vous avez Libération, vous avez l'AFP. L'AFP sont très en pointe là-dessus, pour une raison simple, c'est qu'ils ont, leur intérêt est en jeu. Ils ne peuvent pas se permettre de diffuser des images, des vidéos ou des informations fausses. Donc ils ont développé tout un service comme ça qui travaille là-dessus. Je vous conseille d'aller voir en ligne Factuel, qui effectivement démonte les fake news, les images fausses aussi, les vidéos fausses. C'est très bien fait, c'est très bien foutu, mais bon, il y a plein de canards qui fonctionnent comme ça, Le Figaro, 20 minutes, etc., etc. Vous en avez à la télé aussi, il y en a quand même pas mal. Et vous avez un petit truc qui vient de sortir, qui est relativement nouveau, qui est français, qui s'appelle Ask Vera. Donc c'est askvera.org, puisque c'est basé sur c'est une ONG française qui a développé ça, alors qu'il n'est utilisable qu'avec votre smartphone, à travers WhatsApp, et vous pouvez interroger Vera, c'est comme ça que ça s'appelle cette solution, par texte ou par voix, en lui posant une question. Mais genre là, l'exemple qu'ils mettent, c'est est-ce que les migrants aux États-Unis mangent des chats et des chiens, comme l'a raconté Trump à une époque. Et alors, ça va vérifier, est-ce que je l'ai là? Non, pardon. Ça va vérifier auprès de, je l'ai noté, 150 services de fact-checking en ligne, donc pour chacune des requêtes, et 250 médias fiables, de confiance. Donc ça check à travers, comme ça, 400 sources différentes par rapport à l'interrogation que vous leur avez fait. Et c'est gratuit, c'est gratos, et ça marche en français. C'est la plupart des serveurs. Il y a pas mal de solutions qui fonctionnent, qui sont américaines, évidemment, et qui fonctionnent uniquement en anglais. Je vous ferai à la fin un petit tableau de sources comme ça, et notamment celle-là. Enfin. Après, vous avez un autre truc concernant spécifiquement les images. Si vous avez un doute, il y a une bonne vieille technique de la recherche inversée de chez Google. Quand vous arrivez sur la homepage de Google, vous avez dans l'espace de saisie des mots, à droite, tout à droite, vous avez un petit picto sur lequel vous cliquez, vous arrivez là-dessus, vous arrivez sur Google Lens, et là, vous pouvez le faire, on le voit, vous pouvez soit importer un fichier, une image que vous avez déjà chargée, soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone, ou alors coller le lien de l'image en question. Et après ça, ça va vous donner, on va faire un exemple avec cette image-là, un Do It Again du grand imam, effectivement, explosion, Iran, blablabla, blablabla. Premier test, avec cette image-là, qui est une image 100% real, bien évidemment, ça n'aura échappé à personne.
Et là, je me rends compte de quoi? Je me rends compte que les réponses qui viennent, c'est X, 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 Facebook, 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 Facebook. Pop, pop, là, sonnette d'alarme, que des réseaux sociaux. X, le réseau social, ex-Twitter de Elon Musk et tout, qui est un open bar à la désinformation, danger. Facebook, pareil, pas du tout régulé correctement. S'il y avait de l'Instagram, c'est pareil, de toute façon, c'est la même maison, etc. S'il y a TikTok, encore plus, etc. Donc, si j'ai beaucoup de réponses, ou quasiment que des réponses qui me ramènent à des réseaux sociaux, attention, danger, rien n'est validé. Autre exemple, à partir d'une vraie photo. Ça, c'est une photo qui a été faite par un photographe de l'agence Reuters en Irak récemment. Après un bombardement, les paysans continuent de bosser parce qu'il faut vivre, de toute façon. Test avec cette image, où là, on a un résultat complètement différent. On voit que c'est une image qui a été éditée au New Yorker, à CNN, au Financial Times, encore ça répète un peu les mêmes trucs, mais là, on est quand même sur des émetteurs et des médias de confiance, qui eux aussi, de toute façon, ont intérêt à faire gaffe à ce qu'ils diffusent, et donc ce sont des structures qui ont les moyens de vérifier les sources des informations qu'ils diffusent, et qui ne prendront pas le risque. Donc là, contre-exemple de ce que j'ai montré tout à l'heure, il n'y a pas forcément, ça peut avoir été publié sur des réseaux sociaux, mais si j'ai un certain nombre de sources fiables comme ça qui l'ont utilisé, là, dans ce cas-là, je peux me dire que j'ai un peu plus confiance dans cette image que si c'était uniquement du réseau social. Donc, en petit résumé des principes, alors qui sont en fait des principes journalistiques. Le principe journalistique, c'est la loi des 5 W, c'est les Américains qui ont inventé ça. Les 5 W, c'est chiant ça. Les 5 W, c'est who, what, when, where, why, c'est-à-dire qui, quoi, quand, où, pourquoi. Et donc, là, c'est première chose à sculpter par rapport à une image fixe ou animée, encore une fois, eh ben, des indices graphiques, physiques, des arrière-plans bizarres, l'histoire des mains dont je parlais au cas où, mais c'est plus vraiment fiable à 100%, des choses bizarres, de toute façon dans l'image, qui suppose qu'on s'y attarde un petit peu et qu'on regarde. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, et tout doit fonctionner ensemble, c'est trouver la source. Trouver la source, ça nous dit qui a diffusé, et donc éventuellement, ça donne une autre information, c'est quel est l'intérêt derrière tout ça. C'est-à-dire à qui profite le crime, pour faire court, simplement. Donc ça a été fait par qui, ça a été quand, où, de quoi ça parle, etc., etc. Donc en utilisant la géolocalisation si vous pouvez, la recherche d'images inversées que je vous ai montré, etc. Et puis, troisième point aussi important, c'est un grand classique du journaliste, c'est croiser les sources. Ne pas se contenter d'une seule et unique source, parce que ce n'est pas toujours évident de remonter à la vraie source de la diffusion d'une information visuelle, et tout, et de voir si, comme je l'ai montré sur la recherche inversée de Google, s'il y a d'autres sources qui, effectivement, utilisent aussi ce visuel. Et puis, je l'ai cité tout à l'heure, vous avez les outils de détection qui eux-mêmes fonctionnent, l'intelligence artificielle, qui sont manipulés un peu avec des pincettes, mais si vous avez des aberrations graphiques, une source un peu chelou d'origine, et qu'un ou des outils de détection vous dit c'est de l'IA à 100% ou à 80%, dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez vous dire que quand même, il y a comme qu'il dirait, un problème. Et puis, le dernier point, qui est important, pour lutter contre ces dérives et tout, c'est tout simplement l'éducation à l'image. C'est ce qu'on fait actuellement. Mais l'éducation à l'image qu'on pourrait espérer, ça c'est une décision politique, prise en charge par l'éducation nationale, dans le cadre de l'école, et ce, de mon point de vue, dès l'entrée au collège. Dès l'entrée au collège, les mômes ont au moins un téléphone portable dans la poche, au moins, d'ailleurs en plus. Et ils sont sur les réseaux. Et beaucoup. Donc c'est à partir de ce moment-là que, effectivement, il faut leur donner des outils de réflexion, des outils d'esprit critique, pour pouvoir analyser les choses qui leur passent sous les yeux et pas tomber dans les panneaux habituels de la désinformation. Mais ça suppose un gros effort, c'est une véritable volonté politique. Il y a déjà l'éducation à l'image dans le cadre
aux images dans le cadre de l'éducation nationale. Mais bon, c'est quelques heures par mois. Les profs ne sont pas forcément très bien informés de ce que j'ai pu voir. C'est fait un peu après la course à remplir le programme parce qu'il y a le brevet, parce qu'il y a le bac, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, etc. Ça passe relativement facilement à côté. Bon, là, il faudrait qu'il y ait une volonté massive, et une fois de plus, je répète, c'est une volonté politique. Je ne sais pas si notre pays l'a, malheureusement. Mais je trouve ça un peu dommage parce que là, il y a de véritables enjeux démocratiques pour demain matin, hein, et même pour maintenant, de toute façon. Parlons de lecture. Alors, vous avez des livres qui, vous savez, qui ont été signalés, qui sont intéressants à lire plus ou moins en ligne avec notre échange. Moi, je vous conseille la lecture plus particulière de ces ouvrages. Un incontournable en haut à gauche, le petit cours d'autodéfense intellectuelle, un must-have complet. Ça date un peu, ça a 20-25 ans, quand même, mine de rien. Mais par rapport au fait de ne pas se faire manipuler, ma foi, ça n'a pas pris une ride. C'est indispensable en termes de lecture. Ça a été fait par un universitaire québécois. C'est super bien fait. C'est vraiment complet. Comment argumenter, comment répondre à une fake news, comment, etc. C'est super. C'est mon livre de chevet, hein, de toute façon. Je vous conseille fortement la lecture de cet ouvrage. Autre personnage intéressant, Gérald Bronner. Alors, Gérald Bronner, c'est un mec qui fait des conférences, organise des conférences, plus exactement, à la Sorbonne Nouvelle. Passionnant. Ses bouquins sont vachement bien aussi, de toute façon. Et ces conférences, vous pouvez les trouver sur YouTube. Vous faites Gérald Bronner et tout, et vous allez tomber sur les conférences, et je vous conseille de les voir, elles sont vraiment, vraiment intéressantes. Très facile d'accès. Concernant le juridique, mais pas que, simplement, un bouquin à droite fait par une avocate spécialisée dans le droit à l'image qui s'appelle Joëlle Verbruge et qui passe en revue toutes les problématiques sur la planète, grosso modo, de l'approche réglementaire par rapport à l'image IA. C'est pas chiant, c'est très pédagogique, c'est bourré d'exemples. Elle me cite d'ailleurs assez souvent, effectivement, merci madame. Et elle s'intéresse de manière assez large à la problématique de l'image et des problématiques démocratiques que ça pose derrière, parce que notamment, il y a tout un chapitre qui est consacré à la vidéosurveillance. Qu'est-ce que ça pose comme problème, la reconnaissance faciale, etc. Et pas simplement en France, elle va au-delà de ça, elle ausculte aussi comment ça se passe pour la vidéosurveillance en Chine, au Japon, aux États-Unis, etc. etc. Très facile à lire et assez intéressant. Ça donne vraiment des pistes de réflexion qui sont absolument remarquables. Alors on s'éloigne un petit peu du truc, mais on est encore... Il est pénible ce truc, hein, excusez-moi, mais c'est bon. En bas à gauche, la guerre civile n'aura pas lieu. Alors c'est une approche un peu différente. En fait, c'est deux personnes, Prissonnette et Rivière, qui sont allés chercher des chiffres validés concernant des thématiques genre l'immigration, le chômage, la santé, etc., etc., histoire de faire un contrepoint, mais qui soit un contrepoint de sources validées. On a eu un petit discours d'introduction à propos des bibliothèques qui sont des endroits plus validés que leur technologie. Et qui enfoncent, enfin, et qui remettent à mal des discours dominants, par exemple, pour faire très court, ce qu'on entend à longueur de temps sur ces news. Voilà, je vais faire court. Voilà, et puis vous avez Bruno Patino aussi, c'est le patron d'Arte, qui a écrit La civilisation du poisson rouge aussi, qui est un livre à lire qui vient de sortir, Le temps de l'obsolescence humaine, qui est pareil aussi, qui tourne autour de ces problématiques par rapport au numérique, par rapport à l'IA, et qui est alors un peu plus intello que Bronner de mon point de vue, un peu moins accessible, mais enfin bon, ça reste lisible, et c'est pas complètement obscur, loin de là. Donc là, un certain nombre d'infos, donc Askevera, dont j'ai parlé tout à l'heure, la solution française de vérification et de fact-checking, donc c'est Askevera. Voilà, ce que vous pouvez faire, c'est ce que fait la personne qui est là. Vous faites une photo avec votre smartphone, hein, tout simplement. Oui, bien sûr, faites. Je vous ai mis un lien, si ça vous intéresse, la loi européenne sur l'intelligence artificielle.
le site du C2PA et le site d'Imatag, qui est une start-up française qui développe une solution de certification des photographies normalement infalsifiables. Vous avez aussi BBC Verify, là aussi c'est le travail des Anglais qui font la vérification d'informations de qualité, à l'anglaise, de qualité. Et vous avez aussi le rapport annuel sur le journalisme et les tendances technologiques et les prévisions faites par l'Institut Reuters, superbement bien fait. Alors c'est en anglais, vous pouvez le télécharger en PDF, en accès libre. C'est super bien fait pour une raison simple, c'est que Reuters c'est une agence de presse qui couvre la planète. Ils ont des informations qui remontent du monde entier. Donc ils sont capables de vous dire que les tendances, comment est-ce que les Indiens en Inde font pour s'informer avec des chiffres, avec des graphiques, et tout comme ça. C'est une mine d'informations concernant la problématique de l'information dans le monde. Vous avez le Center for Countering Digital Hate aussi, qui, comme son nom l'indique, effectivement, lutte contre la désinformation haineuse. Newsward, qui est un site très intéressant, c'est américain, ça aussi, d'évaluation de la fiabilité des informations en ligne. C'est très très bien fait. Et je vous conseille aussi la lecture du manuel du fact-checking de l'AFP, aussi, qui est très, très pédagogique, très simple à voir. Et il y a d'autres choses aussi factuelles de l'AFP, vous le trouvez, faites une recherche Google, vous le trouverez assez facilement, qui est aussi une mine d'informations. Cette conférence est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà. Je me suis permis de me donner un accent anglais, j'ai trouvé ça chic, mine de rien, un peu nasillard à mon goût, et j'ai eu la flemme de cloner ma voix, où effectivement, j'ai une autre chose à faire, et tout ça, donc je me suis permis un petit clin d'œil à la fin. La même technique qu'Edith Piaf, c'est la même chose. Pardon ? Oui, oui, c'est une photo de moi faite par mon fils. Non, elle n'a pas été générée, je suis parti d'une vraie photo, un portrait de moi et tout, et puis je lui ai dit, fais-lui raconter une bêtise, et puis voilà. Et là, je me fais un peu de pub, et je vous remercie beaucoup pour votre attention.